Le mauvais sillon conte les gens d'Alsace. L'orage grandissait toujours. Dans la chambre basse de sa maison, Clergeant se tenait assis, près de l'âtre, ou achevé de mourir des tisons. À côté de lui, sa femme et sa fille demeuraient muettes. Les paysans, après une dure journée, se replient dans le repos afin de rien perdre. Au dehors, la pluie tombait avec un bruit de grêle. Le vent avait des sifflements et des grondements qui alternaient. Puis retentissait la voix du tonnerre dans toute la vallée de la Bruche et la secousse saccadée de la foudre. Il fallait vraiment que le ciel s'entr'ouvrît jusqu'en ses abîmes. De la fissure immense jaillissait une clarté verte, à quoi rien, ici-bas, ne semble comparable. La fenêtre aux petites vitres en était incendiée. La haute cheminée découpait dans le ciel un carré fulgurant. Immédiatement, la lourde épaisseur de la nuit retombait. Clergeant songeait, la tête appuyée sur la paume de sa main. Sa femme, face ridée, cheveux déteints, corps accablé et abandonné, gardait cet air de désespoir des paysannes mariées à un maître dur. Quant à la fille, elle avait les cheveux noirs du père, ses yeux d'un bleu-gris, son profil accentuait, malgré une certaine élégance âpre et nerveuse, due à sa sveltesse, malgré la finesse de ses traits énergiques. Elle semblait plus obstinée encore, plus vaillante que Clergeant lui-même. Tandis qu'au formidable éclair, la vieille femme se signait d'un geste éploré, la jeune fille demeurait, enfoncée dans son rêve. À un certain moment, la pluie fut si large que le toit répandait des nappes amples comme des chutes de vannes. « Les pauvres gens qui sont dehors !» murmura la mère quand le silence lui pesa. « Oui, la rivière va être terriblement haute, » répondit le père. « La rivière ?» répéta la fille. À la lueur d'un nouvel éclair, le père et la fille virent qu'ils cherchaient à se deviner. C'était la joie, l'honneur et aussi la torture de maître Clergeant que son patrimoine et dans son patrimoine, ses prés qui disaient les prés de Clergeant, avaient tout dit. Avec une patience et une habileté inouïes, il avait conquis, élargi, façonné sa propriété. Le pré de la Goutte Creuse, le pré des Trois Frênes, le pré de la Passe de la Boule, le pré de l'étang, tous à lui. Or, les prés sont d'excellents biens. Ils s'ensemencent tout seuls. Tout seuls, ils travaillent et produisent à l'envi. L'essentiel est de saisir le moment exact pour faucher, faner, rentrer l'herbe. À cela, comme à tout le reste, Clergeant apportait une activité ardente et méthodique qui ressemblait parfois à de l'héroïsme. Levé à 3 heures du matin, il surveillait ses chevaux. Lorsque, d'un pas mal réveillé, il allait à l'abreuvoir. Il accompagnait ses faucheurs sur le terrain. Il donnait le premier coup de faux et le dernier. On ne saurait mesurer alors la dépense d'énergie, l'effort à la fois éperdu et calculé du paysan. Il faisait journée de 15, de 20 heures, sobre d'ailleurs et sans besoin autre que l'appétit de la terre. À peine mangeait-il une bouchée de viande le dimanche. D'ordinaire, debout contre la table, il prenait pour tout repas un peu de pain et de laitage. Sa fille avait la même endurance, le même dévouement, mais chez elle, tout se résolvait en orgueil, être plus et mieux que toutes et que tous. Peut-être, comme elle atteignait ses 19 ans, songeait-elle vaguement à une dot sans égale, le mariage pour cette fille aux yeux d'acier, aux bras bruns et secs, aux hanches étroites. Ce n'était pas un mari, c'était un établissement. Une ondée plus violente encore rejaillit sur les vitres et noircit les cendres de l'âtre. Le père reprit. « Sûrement la rivière va déborder. » La fille releva le front. Dans l'esprit de ces deux êtres surgissait une vision identique, celle du pré de la Saucée Rouge. Oui, voilà le point faible, le point irritant de la propriété de Clergeant et de sa fille. La rivière dessinait dans ce pré une courbe très accentuée, mais la rivière n'est pas toujours une désobligeante voisine. Elle n'est désobligeante que d'un côté. Or rien ne se perd en matière de prairie. Car vous entendez bien que la terre que l'on prend, c'est toujours à quelqu'un. Le pré, situé sur l'autre rive, et qui s'amincissait de temps, était admirable pour la qualité et l'abondance de son herbe. En certaines matinées d'avril, Clergeant, dans son pré, maigre, avait connu la douleur de voir, en face de lui, une prairie drue et florissante, tapissée d'herbes de fond aux teintes de verte opulence. Quelques semaines avant la nuit d'orage où nous sommes, Clergeant et sa fille avaient suivi le bord de la rivière du côté opposé à leur pré. Tandis qu'ils marchaient, cette rive de la boucle leur paraissait moins solide que jamais. Elle était assez élevée et à pic.
L'eau y avait creusé des caves profondes, de véritables souterrains. Cela résonnait sous le pied. Une idée s'est alors imposée à l'esprit de Clergeant. En pesant lourdement sur le pré d'autrui et en regardant amoureusement la terre grasse, le père avait dit à sa fille, ou plutôt devant sa fille, pendant les grandes eaux, un seul trait de charrue suffirait. Ce fut à ce trait de charrue que, dans la cuisine, au coin de l'âtre, près de la femme de douleur, rêvèrent ces deux êtres de proie. Ils rêvaient au sillon, corrigeant le cours de la rivière, et au pré superbe. Quel mal d'ailleurs, la loi de la nature était pour eux. L'autre n'aurait eu qu'à planter des piquets, à enterrer des fascines. On se défend. Dans la langue des paysans, on se défend signifie on vit. À la fin, la tentation fut trop puissante. Le père avait pensé, si l'on essayait. La fille marcha vers le curé. Quand la mère se dressait, le vieux dit, il faut te coucher, femme. Nous avons encore des besognes, Marguerite et moi. Il allait ajouter quelques explications, un mensonge. Mais la créature résignée avait déjà obéi. À son tour, il entra dans l'écurie, où la fille décrochait un harnais. L'écurie ne dormait pas. Les écuries dorment-elles jamais? À chaque instant, on entend une bête remuer, souffler, mâcher, ruminer. Ce sont des bruits sans fin, discrets, assoupis, lents, dans la chaleur épaisse et l'odeur saine des étables. Flageant tira les chevaux du râtelier, ou pendant que sa fille, étouffée, leur disait « Allons ». Ils passèrent encore quelques mèches de fourrage. Nous trouverons une charrue près du poirier. Cela vaut mieux, répondit la fille. Une fois dehors, sous la pluie dense et glacée, dans le tumulte doublement aveuglant de splendeur brusque et de ténèbres, tous deux eurent une sensation d'angoisse. Ah, la douceur renaît du lit sec sous le bon toit de tuiles, derrière la porte à double verrou. Mais le premier pas était fait, celui qui engage. Ces deux êtres qui s'avançaient étaient contraints de s'arrêter parfois, afin d'attendre un éclair qui leur montrât leur route. Les chevaux les devançaient de quelques pas, en frémissant. Les bêtes voient ce que ne voient pas les hommes. La charrue fut trouvée, attelée et traînée sur le flanc jusqu'à la rivière. Les éclairs se firent de plus en plus nombreux. Le père essaya de commencer le sillon, de pratiquer la morsure. Moi, dit la fille, ce sera plus facile, vous me retiendrez. Clergeant la retenait des deux mains. De ses deux pieds, elle ébranlait, creusait, repoussait le gazon de la rive, que l'eau enlevait à mesure, l'eau furieuse, affamée de terre, elle aussi. Sous la pluie, Clergeant demeurait le même. Ses cheveux étaient un peu plus aplatis, sa blouse un peu plus sombre. Mais la fille, quelle silhouette étrange et vraiment sinistre, une sorte de foulard rouge, noué autour de la tête, collé par l'eau de pluie, semblait un chaperon infernal. Ses vêtements se plaquaient au corps. Au milieu du désordre des éléments, elle se mouvait avec certitude et promptitude, soulevée par une volonté irrésistible. L'eau du fleuve continuait à gronder, raclant, avec un bruit singulier, les bords minés de la rive. Le père s'appuya sur le bras de la charrue pour charrier droit. D'une branche arrachée à un saule, la fille cingla l'attelage. Du vol, de l'usurpation, s'en trouvait le mauvais sillon. Le mauvais sillon s'allongeait vite, sous l'orage qui redoublait de flammes, de violence et de pluie. Alors, dans l'herbe tranchée, s'ouvrait la terre grasse. Le père se penchait très bas, serrait ses lèvres d'avare et crispait sur le manchon de ses doigts recroquevillés. La fille fouettait, poussait les chevaux, du bout de la langue entre les dents. Elle produisait un léger sifflement, plein d'impatience et de triomphe. On arrivait presque à la fin de la tâche. « L'eau passera, » dit le père, en s'essuyant le front inondé par la bourrasque et la sueur. Tout à coup, derrière eux, un déchirement se produisit, avec une sorte de bruit sourd dont la terre tressaillit. Les chevaux s'arrêtèrent. L'eau passait. Par le chemin ouvert tout droit, par le mauvais sillon, elle venait, la rivière. Elle consentait à venir empressée, bouillante, enflée d'ivresse. Tu me veux, me voici. À côté de l'attelage et de la charrue qui bondissait, le père et la fille tentèrent de fuir. L'eau roulait à leur poursuite. Par un effort suprême, le père brisa les traits, jeta sa fille sur un cheval, sauta sur l'eau. Mais l'eau n'avait plus besoin de sillon. Elle savait désormais sa route. Pas un mot, pas un cri, toute l'horreur. La fille osa pourtant se retourner. La masse liquide apparaissait à quelques pas. La terre continuait à se fondre spontanément, comme sous une charrue, invisible, invincible. La malheureuse essaya éperdument de tirer son cheval à l'écart. Le cheval aussi allait tout droit. Quand un dernier éclair, immense et bleu, illumina la prairie,
La prairie était vide, le mauvais sillon avait englouti ses laboureurs. La rivière passe désormais à l'endroit voulu, mais Clergeon n'est plus là pour jouir de sa conquête. Aujourd'hui, lorsqu'un pêcheur descend le long du courant, il donne le coup de poignet destiné à ferrer la proie. La ligne revient brisée. Elle a été accrochée, sans doute, par ces deux tigeux de bois qu'on le croit distinguer au fond de la rivière, les jours où les eaux sont extrêmement claires et qui ressemblent au bras d'une charrue. Il arrive aussi que la ligne ramène à son hameçon un lambeau rouge où se nouent quelques longs cheveux noirs. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.